de l'archéologie, il y a de grands universitaires américains de l'Université de Californie, de Harvard, qui ont été en Afrique du Nord, qui ont découvert des stèles qui étaient écrites en une langue qu'ils ne parvenaient pas à comprendre, à déchiffrer. Et lorsque un professeur de Harvard est venu pour essayer de comprendre quel était ce texte, il leur a demandé s'ils avaient fait appel à tous les spécialistes en linguistique. Ils lui ont répondu oui, mais ils avaient fait appel à tout le monde, sauf à un spécialiste en langue arabe. Lorsqu'ils ont fait appel à lui, ils ont aussitôt pu déchiffrer la stèle qui prouvait que déjà 8 siècles avant l'avènement de l'islam, la langue arabe était présente en Afrique du Nord et qu'elle était en plus de ça usitée en tant que langue utilisée par les scribes royaux. C'est-à-dire que ce n'était pas n'importe qui écrivait avec la langue arabe. Par ailleurs, donc, lorsque les Arabes sont venus en Afrique du Nord, ils n'avaient pas besoin de traducteurs. Pourquoi? Parce que c'était c'était entre guillemets on va dire leurs compatriotes qui parlaient la même langue, qui étaient venus un peu plus tôt en Afrique du Nord, qui s'y trouvaient. Et donc, cette histoire faisant croire que les Arabes étaient venus avec l'islam et que ce sont les Arabes qui ont arabisé les habitants d'Afrique du Nord, c'est une véritable hérésie d'un point de vue historique, d'un point de vue linguistique, d'un point de vue archéologique. Et tout a été dévié de son origine et tout s'est basé sur l'historiographie et sur les idéologies de certains qui voudraient effacer la présence arabe en Afrique du Nord dans un but purement donc politique et non pas en se basant sur l'archéologie ou l'anthropologie ou la linguistique ou toute information scientifique. Donc maintenant, pour revenir donc au continent américain, il est important donc de souligner cette présence arabe en Afrique du Nord pour pouvoir comprendre comment la langue arabe et les Arabes se sont retrouvés en Amérique bien avant donc 1178 et bien avant la fameuse date de 1492. Donc, en reprenant l'histoire américaine, en allant un peu plus au nord-est des États-Unis, que découvre-t-on? On découvre qu'au moment où certains travaux étaient effectués près de Boston, des pièces de monnaie avec des inscriptions type La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah ayant été découvertes. Si on part un peu plus à l'ouest, on découvre qu'il y a eu des sites archéologiques dans le Nevada et en Californie qui ont souligné cette présence arabo-musulmane. Le nom de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été écrit en lettres koufiques dans le Nevada. On y a également retrouvé des écoles qui enseignaient en langue arabe, aussi bien l'astronomie que les mathématiques ou la géographie. On a découvert également en Équateur ou dans le Guatemala des populations arabes qui avaient même frappé les voyageurs européens qui s'étaient rendus là-bas et qui avaient dit ce sont des populations arabes et on a l'impression d'avoir face à nous une peinture de Ras Vernet. Et lorsque vous regardez une peinture de Ras Vernet, vous y découvrez des hommes qui étaient habillés à la manière de l'émir Abdelkader, c'est-à-dire tout en blanc, tous ces vêtements blancs arabes. Lorsque vous prenez également d'anciennes illustrations de Taos, qui se trouve sur la côte ouest, c'est un pueblo qui se trouve donc sur la côte ouest des États-Unis, vous découvrez également les mêmes costumes arabes de ces populations arabes qui étaient sur la côte ouest des États-Unis. C'est pareil en ce qui concerne la langue mandingue, c'est-à-dire que cette langue est originaire d'Afrique noire, de l'Empire du Mali, et elle s'est retrouvée parmi les dialectes d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, ce qui est aussi frappant, mais pas tant que ça en réalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à accéder à l'histoire maritime du monde, vous vous rendez compte que il suffit simplement d'ouvrir les yeux sur une nouvelle historiographie, c'est-à-dire de nouvelles références, pour se rendre compte que tout ce qui nous a été raconté est en fait limité à des sources extrêmement limitées, et qu'on a bâti toute une histoire
de découverte simplement pour essayer de légitimer les actes d'expropriation de l'Amérique et de tout ce qui s'y trouvait avant donc 1492. Et lorsque j'en ai parlé à l'ancien ambassadeur des États-Unis, le docteur Robert Dixon Crane, qui se trouve être le grand-neveu de l'un des derniers imams de la nation Cherokee, et qui est lui-même un avocat qui avait donc fait ses études à Harvard. Il m'a dit, en réalité, lorsqu'on est à Harvard, on apprend qu'à partir du moment où quelqu'un possède 51% d'un territoire, il considère que ce territoire ou ce bien lui appartient. Donc, avec la découverte de l'Amérique, c'est ce qui a été appliqué. C'est ce qui a été appliqué. Et donc, pour pouvoir appliquer ces 51%, il faut effacer tout cet héritage arabo-musulman afin de légitimer donc cette présence des Européens qui ont fait croire que les peuples d'Amérique étaient des peuples sauvages. Lorsque vous jetez un coup d'œil sur la Galerie de la Guerre à Washington, D.C., vous vous rendez compte que ces sauvages étaient habillés à la façon donc arabe, avec des djellabas, avec des turbans sur la tête, et que les Indiens d'Amérique n'étaient pas ces hommes et ces femmes qui étaient à demi nus et qui portaient des plumes sur la tête. C'était des populations qui étaient le reflet d'une grande civilisation. Une partie de cette civilisation, de cette origine, cette tradition était arabo-musulmane, elle était noire africaine. Les Noirs africains étaient donc présents sur le continent américain et ce n'était pas et les Afro-Américains aujourd'hui ne sont pas les descendants de ceux qui avaient été arrachés à leur continent, au continent africain avec donc la traite négrière, mais c'était également en partie les descendants des grands navigateurs et grands explorateurs africains avant 1492.